Je lisais il y a quelque temps un papier dans un quotidien consacré aux écoles des cadets rouvertes sous une autre appellation après mon départ. Ces lieux sont, paraît-il, des incubateurs de la future élite. Élite, le mot est prononcé. Je fais partie de ceux qui n'idéalisent pas le militaire ou pensent que des vertus particulières autorisent celui qui choisit la carrière des armes à se croire au-dessus de son peuple. La possession de la force et le fil doré sur les épaulettes rendent quelquefois ténue la frontière qui sépare l'élite de la caste. C'est ce moule agissant sur le long terme qui produit l'élite militairement autiste dont je ne voulais pas pour les jeunes Algériens. Dans un ouvrage précédent, je parle des mutations de l'armée algérienne, de ses évolutions et de ses transformations, en ne taisant aucune des difficultés rencontrées pour la hisser au niveau des armées modernes. J'ai donc, me semble-t-il, à l'époque, quelque légitimité à savoir ce qui est bon pour elle afin qu'elle demeure à jamais au service du peuple algérien et de la République. Je ne veux pas d'un soldat formaté dès son jeune âge pour l'obéissance congénitale, une sorte de mécanique muette et marchant au pas. C'est ainsi que sont formés les janissaires et les prétoriens. Je fais partie de ceux qui ont subi la catégorisation et les anathèmes, parce que nous venons, mes camarades et moi, à la fin des années 50, des écoles d'enfants de troupes. L'Algérie était colonisée, beaucoup l'oublient. Et que nous suivons la carrière militaire. Nous sommes accusés au cours des années 60 et 70 d'être un escadron sans état d'âme au service d'un dictateur. Quelques-uns jouent ce rôle, il est vrai, une poignée sans doute, mais une poignée quand même. Je veux un homme qui sache faire la différence lorsque les intérêts fondamentaux du pays sont en cause, entre la mission du soldat et le devoir du citoyen. Il est bien entendu que je ne prêche pas l'anarchie, l'objection de conscience ou l'indiscipline. Je respecte la vision de mes successeurs. Elle est fondée sur d'autres considérations que celles qui sont les miennes, les nôtres à l'époque. Sans doute les choses ont-elles évolué avec le réaménagement du service national et l'apparition de nouvelles contraintes. L'intérêt d'avoir un corps d'officiers formé dans un esprit de professionnalisation a prévalu sur les autres considérations. Mais il faudra veiller à ce que ces lieux où évoluent nos futurs cadres militaires demeurent pétris de l'esprit de novembre et des principes de la République. Lorsqu'on constate ce qu'est devenue la société algérienne, livrée à la bigoterie et à l'irrationnel, la vigilance est légitime. Je n'ai aucun doute que ceux qui sont à la tête de l'ANP à présent en sont conscients. Alors, à ce moment-là, on pourra parler d'élite républicaine. Lorsqu'on dit de l'ANP qu'elle est la digne héritière de l'ALN, cela signifie qu'elle fait sienne ces valeurs que je viens d'énumérer. Ce sont ces valeurs qui sont le dénominateur commun de nos soldats au-delà des conditions sociales, des origines géographiques et des traits du caractère. Ma mise en garde avec tout le respect que je dois aux formateurs et aux enseignants n'est pas une clause de style. Nous avons la preuve pendant la décennie 1990 que nous n'avons pas été suffisamment vigilants quand des cadres formés, nous le pensons, avec tout le soin et l'affection, le mot n'est pas déplacé, pour servir leur pays, désertent et engagent un combat contre leur propre armée et leur propre peuple. Loin de moi l'idée de jeter le discrédit sur des promotions entières issues des écoles des cadets. Beaucoup parmi ces anciens élèves sont morts fauchés par l'hydre terroriste. Seuls quelques-uns ont dévié, mais c'est déjà trop. Les jeunes adolescents auxquels on apprend le maniement des armes et tous les secrets du combat pour servir la République dans les traditions que 3 générations de chefs ont inculquées à l'armée, nous devons tout faire pour les prémunir des influences qui peuvent voiler leur discernement jusqu'à les transformer en pantins aux mains de mentors au but inavouable. Des certitudes et des analyses orientées. Des attachés de défense accrédités à Alger tentent de m'approcher. Ils multiplient les invitations. Je ne réponds à aucune. Ils se renseignent sur moi et veulent savoir dans quel état d'esprit se trouve l'armée. Comment elle va réagir? Les représentants diplomatiques français calfeutrés dans leurs bureaux ne communiquant avec l'extérieur qu'à l'occasion des réceptions qu'ils donnent ou à travers celles où ils sont invités, ce bouillon d'inculture en smoking ne prêtant l'oreille qu'aux Algériens atteints de sinistrose aiguë
induisent dans l'erreur leur propre gouvernement et répercutent dans le microcosme diplomatique d'Alger les prévisions calendaires sur l'inéluctable victoire des islamistes. Pour eux, cette victoire n'est plus une hypothèse, c'est une réalité. Par leur parti pris, leurs préjugés, leurs certitudes et leur analyse orientée, ils portent une grande responsabilité dans la vision algérienne brouillée, non seulement de leur gouvernement, mais aussi de celle des autres États européens qui regardent ce qui se passe en Algérie à travers la lucarne française. Le correspondant du Monde, Georges Marion, fait figure d'oracle infaillible. Je lis ce qu'il produit et je m'aperçois du déphasage de sa vision par rapport à la réalité. La minorité hyperactive qui s'agite et vocifère chaque vendredi lui cache l'immense forêt algérienne calme, sereine et décidée à résister. Au moment le plus fort des vociférations, des dictates et des menaces des intégristes, les écoliers continuent à prendre le chemin de l'école. Quand un écolier va à l'école, cela signifie que son père ne se laisse pas impressionner par les interdits. Cela signifie que ce père continue à travailler et qu'il s'acquitte de ses obligations de citoyen. Il paye ses impôts, ses factures d'eau et d'électricité, respecte le policier et le gendarme qui le protègent. Il ne faut pas être grand clerc pour faire une lecture saine de cette réalité comportementale de la société algérienne. Mais ceux qui prophétisent l'Apocalypse sont au fond de piètres clercs. Fâchés de constater que les choses ne se déroulent pas tout à fait comme ils les attendent, ils espèrent influer sur leur cours par leurs prédictions pessimistes. La DST. Le chef de la DST française se déplace en personne à Alger. Il est reçu par moi à sa demande en compagnie du général Rondeau. Mandaté par son gouvernement, il vient veiller au renforcement de la sécurité des diplomates et des bâtiments français, donner les noms des personnalités algériennes habilitées à demander asile et protection auprès de l'ambassade ou des consulats, et aussi pour prendre langue avec Hachani afin d'obtenir des assurances quant à la préservation des intérêts français. Il vient également pour évaluer les effets collatéraux de la victoire annoncée du fils. La France s'inquiète d'une vague migratoire à travers la Méditerranée. Les télévisions françaises font dans l'alarmisme. Michel Cotta sur TF1 interroge Serge Julie et Philippe Alexandre. Tous prévoient une ruée des Algériens paniqués par la victoire du fils sur l'ex-métropole. Comme ils se trompent. Leurs services consulaires n'enregistrent aucune effervescence particulière devant leur guichet. Nous le savons, le nombre des demandeurs de visa n'a pas augmenté. Qu'importe, le gouvernement français se prépare à mettre en pratique des plans élaborés de longue date. Pour commencer à empêcher coûte que coûte l'exode prévisible selon ses analystes vers l'ancienne métropole, au besoin en clouant au sol les avions d'Air Algérie et en interdisant l'accostage des bateaux de la CNAN. Déjà, au début du mois de mai 1990, Air France, en guise de répétition générale, allège ses programmes sur Alger et suspend ses vols sur Annaba, Oran et Tlemcen. Le 5 janvier, Bernard Kouchner, face à Anne Sinclair dans l'émission 7 sur 7 à Seine. Il n'y aura pas de boat people algériens. Nous savons que des unités de la marine de guerre française sont en état d'alerte maximum. Des sous-marins croisent au large de nos côtes. Des enregistrements faits par nos services indiquent que des ordres sont donnés pour arraisonner toute embarcation qui refuse de rebrousser chemin. L'inventeur de l'ingérence humanitaire qui fera ses tristes preuves en Libye, au Soudan et ailleurs, ne croit pas si bien dire. Il n'y aura pas de ruée vers la France parce que les Algériens n'ont pas de patrie de rechange et qu'ils résisteront sur place. La sérénité que j'affiche impressionne mes visiteurs. « Êtes-vous confiant, mon général ?» demande le directeur de la DST. « Et pourquoi ne le serais-je pas ?» Ma réponse le surprend. Encore une fois, la France se méprend sur l'infinie capacité de résistance du peuple algérien, leur dis-je. On a pris l'habitude de réduire les 30 millions d'Algériens à un peuple fantôme dans un immense espace de couleur ocre comme celle du Sahara dans les cartes. Et lorsqu'on daigne regarder ce pays de plus près, alors par ignorance de l'histoire, par ignorance de la diversité, de la complexité et de la richesse de ce pays,
on n'y voit que des forteresses de militaires harcelés par des groupes terroristes. Quant aux Algériens, ils sont réduits à une masse informe, fantomatique, que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas, que l'on n'écoute pas. J'ai l'impression que les Français quittent le ministère de la Défense beaucoup moins sûrs du basculement de l'Algérie qu'ils ne l'étaient quelque temps auparavant. Quand le bœuf tombe. L'Algérie, victime de son système politique et de ce que ce système produit, elle est l'objet d'une tentative de déconstruction coordonnée qui vise à détruire ses grands équilibres. Lorsqu'un chef d'État n'est plus en mesure d'assurer les fonctions pour lesquelles il est élu, les clans, l'argent sale, les agents d'influence et l'étranger se jettent sur le pays paralysé. Certaines personnalités des régions qui refusent de vivre sous un régime taliban préparent la population à la résistance armée. Un ministre français de la Défense fait des avances précises et des promesses chiffrées à un chef de parti au cas où les régions où ce responsable politique a de nombreux partisans optent pour un processus d'affranchissement du futur joug arabo-islamiste et décideraient de demander leur indépendance. Ce chef de parti répond « Je ne cherche pas la préservation de Madechra, mais la sauvegarde de l'Algérie ». Kadhafi, active auprès de nos Touaregs pour faire naître des mouvements séparatistes, lui aussi sans succès. Le modeste réacteur d'Aïn Oussara est dans le collimateur des exaucés, dont les têtes émergent déjà des écoutilles. Les bonnes excuses pour une intervention militaire contre l'Algérie se dessinent nettement. Quand le 30 avril, la chaîne française, la 5, évoque la question du nucléaire en Algérie, je fais une mise au point par l'APS pour souligner le caractère civil et pacifique du réacteur d'Aïn Oussara. Des avions U-2 survolent le territoire algérien à haute altitude et lorsque l'Algérie s'en inquiète et pose la question aux Américains, la réponse est d'une grande netteté. Oui, c'est nous et n'y touchez pas. Le 6 janvier, le Sunday Times britannique reprend l'antienne éculée de la bombe atomique que l'Algérie met au point avec l'Irak. Des puissances moyen-orientales actives par agents interposés qui diffusaient dans nos lieux de culte les germes de la partition. Des partitions serait-il plus juste d'écrire. Les schismes mauvais de la discorde, attisés de l'étranger, préparent la guerre civile. Nos lieux de culte sont devenus des centres de la propagation de la pire des subversions, celle qui ôte à un pays son identité et à l'homme son libre arbitre jusqu'à le rendre réceptif aux fatwas qui rendent licites ses pires instincts, le meurtre, le pillage et le viol. Des groupes armés se constituent autour de petits oracles du Fils et des casemates sont creusés dans les jebels. Hassan Tourabi est l'auteur du plan qui divise l'Algérie en zones graduées selon le degré de leur sensibilité aux dogmes salafistes. Il indique comment et avec quels moyens on peut accélérer le processus de délitement de l'État. Le premier stade, enseigne Tourabi, est l'élimination physique des intellectuels francophones, des personnalités politiques rétives aux dogmes salafistes et des journalistes qui travaillent pour la France. Les orientations précises du Soudanais conduisent directement à l'assassinat de Boukhobza, Senhadri, Liabes, Djaout, plus tard à celui de Belkaïd, Mehyou, Ben Hamouda et de tant d'autres intellectuels et hommes politiques algériens. Le CNSA. Le choix entre poursuivre le processus électoral ou l'arrêter ne nous appartient pas. Cette responsabilité incombe à tous ceux qui pensent aux millions d'Algériens qui sont aujourd'hui dans le désespoir. C'est ce que je réponds à une journaliste qui m'interroge sur ce que l'armée compte faire. 4 jours plus tard, le 30 décembre, au siège de la centrale syndicale UGTA, est créé le Comité national de sauvegarde de l'Algérie, le CNSA, présidé par Abdelhak Ben Hamouda. Il réunit l'Union générale des travailleurs algériens UGTA, l'Union nationale des entrepreneurs publics UNEP, de feu Mohamed Ben Mansour, des représentants de l'Organisation nationale des Moudjahidines, l'ONM, ainsi que de très nombreuses organisations de femmes,
d'artistes, d'intellectuels, de journalistes et certains partis politiques. La société civile, longtemps brimée, apparaît et s'exprime. Un mouvement profond jaillit aussitôt de ces masses inquiètes pour demander l'interruption du processus électoral. Fin décembre 1991, l'Assemblée populaire nationale tient la dernière séance de sa législature en présence de l'ensemble des députés et des membres du gouvernement. Abdelaziz Belkhadem, parvenu par la coterie et l'intrigue au perchoir du Parlement, est le mieux placé pour savoir si, effectivement, il y avait en janvier 92 concomitance de vacances du pouvoir présidentiel et fin de mandat de l'Assemblée. Dans l'après-midi du lundi 30 décembre 1991, dans l'hémicycle du palais Zirod Youssef, Abdelaziz Belkhadem, après avoir souligné le rôle de l'Assemblée dans la mise en place du processus démocratique et l'aboutissement des réformes, proclame la fin du mandat de cette dernière, en soutenant plus tard qu'au moment de l'arrêt du processus électoral, il n'y a pas vacance de pouvoir. Belkhadem accrédite la thèse du coup d'État et conforte et valide les accusations de ceux qui, en Europe, accusent l'ANP d'avoir renversé le président de la République et confisqué les prérogatives du Parlement par le travestissement de la vérité. Il vient au secours des thèses mensongères du fils.